Bonjour à tous et à toutes, et en particulier à ceux qui nous écoutent régulièrement sur la chaîne Astronature 49. C'est le moment donc de s'intéresser aux observations à réaliser en ce mois d'avril 2024. Et au programme de ces éphémérides, eh bien, nous allons mettre en exergue le rapprochement entre Mars et Saturne, mais aussi nous allons parler de la comète 12P Pons-Brooke qui va passer au PRILI. Et enfin, nous parlerons de cette pluie d'étoiles filantes que sont les Lyrides. Et comme chaque mois, je suis en compagnie de nos trois astronomes amateurs pour en parler. Donc, je souhaite la bienvenue à Pascal, Mathieu et Robin pour cette nouvelle émission consacrée aux éphémérides du ciel. Eh bien, sans plus tarder, on va commencer avec ce premier événement que nous avons choisi de vous parler. Et il s'agit du 10 avril où nous aurons Mars et Saturne au plus proche l'une de l'autre dans le ciel matinal. Alors, j'ai noté qu'elles seront à 0,5 degrés l'une de l'autre, donc c'est une observation qui s'annonce très intéressante. Oui, exactement. En fait, comme tu le dis, Nathan, c'est une observation qui, effectivement, peut s'annoncer très intéressante, mais il faudra se réveiller très tôt. Dans la matinée du 10 avril, ça sera vraiment très très tôt et il faudra se lever aux alentours de 6 heures, en tout cas certainement un petit peu avant, pour pouvoir visualiser cet événement. Et les deux astres seront vraiment très proches l'un de l'autre. Le seul petit défi vraiment technique qu'il va y avoir, c'est que les deux astres seront extrêmement proches de l'horizon et bien évidemment le Soleil va se lever et ça risque d'être vraiment délicat. Néanmoins, l'observation peut se tenter tout à fait aisément avec une paire de jumelles tout en faisant vraiment très très attention au Soleil, bien évidemment. Et puis, il faudra aussi, comme ça sera très très proche de l'horizon, forcément un endroit où on pourra observer de façon correcte, en ayant un horizon bien dégagé, de préférence peut-être sur une colline, une montagne ou vraiment un endroit, un spot d'astronomie. Alors vous pouvez consulter des cartes hein, qui vous permettent d'une part de vérifier la pollution lumineuse qu'il peut y avoir sur un site ou directement Google Maps. Vous pouvez sélectionner le- un petit paramètre qui vous permet de visualiser en 3D ou simplement des cartes de relief qui vous permettront voilà, de repérer assez facilement des spots d'astronomie euh, assez intéressants. Donc vraiment, ça sera un défi que vous pouvez tenter en espérant que vous aurez du beau temps, parce que ce n'est pas forcément le cas ici en Lorraine. Voilà. D'accord, donc voilà, un événement qui est idéal pour ceux qui se lèvent tôt. Nous allons poursuivre du coup avec le 21 avril, c'est la comète 12P Pons-Brooke qui atteint sa luminosité maximale en passant au plus près du Soleil. Alors déjà Mathieu, est-ce qu'on peut expliquer bien pourquoi un tel nom pour cette comète? Oui, alors on va faire un petit peu d'histoire si vous voulez, très rapidement. En fait, la comète, elle a été observée à trois reprises en 1385 au Japon et en Chine. Et puis cette comète-là va être réobservée à nouveau en 1457 en Italie cette fois-ci. Mais ceux à qui va finir par réellement revenir l'honneur de la découverte, eh bien, sont le français Jean-Louis Pons en 1812 et et puis lors du passage suivant, donc l'anglo-américain William Robert Brooks en 1883. Vous comprenez maintenant d'où vient ce fameux nom. D'accord, et elle atteint sa luminosité maximale, donc je suppose que c'est le meilleur jour pour pouvoir l'observer. Et non, non, parce qu'en fait, justement, elle est au plus proche du Soleil, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, bas sur l'horizon, dans un ciel encore clair. Alors, pour les observateurs de l'hémisphère nord, eh bien, il faudra s'y prendre un petit peu plus tôt. Donc déjà, elle est déjà observable depuis le mois de mars, en fait. Et puis, elle va rester encore observable, visible, en tous les cas pour les observateurs de l'hémisphère nord,
jusque dans les 2, 3 premières semaines d'avril. Donc il est encore temps de s'y intéresser. Il est possible de le faire, mais effectivement, la fenêtre de tir se réduit pour en profiter. Alors ensuite, et les mois suivants, donc à partir du mois de mai, etc., eh bien, la comète n'apparaîtra plus qu'aux observateurs de l'hémisphère sud. Alors où est-ce qu'elle se trouve actuellement? Eh bien, elle se dégote dans la constellation du Bélier, avant de basculer donc dans le Taureau en fin du mois d'avril, ce qui l'amènera d'ailleurs à passer tout près de la planète Jupiter le 13 avril. Alors, bon, n'espérez toutefois pas du grand spectacle, à l'œil nu notamment, parce qu'en fait, la comète ne va rester visible qu'une à 2 heures après l'obscurcissement du ciel, en restant toujours très basse sur l'horizon ouest. Et ce n'est malheureusement pas sa magnitude 3, hein, qui quand même est déjà assez intéressante. Et avec ceci, eh bien, quelques sursauts épisodiques qui permettront malheureusement de mieux la voir. Mais c'est toujours ça de prix en attendant d'autres événements similaires, un peu plus intéressants. Alors, une autre question maintenant, si je veux faire de la photo, est-ce que je dois privilégier le grand angle ou plutôt le faire au foyer d'un instrument? Au choix. Alors, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Le grand angle, ça reste l'idéal en fait pour cadrer l'astre chevelu dans son intégralité, que ce soit avec une focale, avec un objectif de focale courte ou moyenne, entre 50 et 200, 300 millimètres par exemple, ce qui permettra notamment enfin, de suivre, pour ceux qui aiment les animations, eh bien l'évolution de sa queue. C'est une comète, donc elle possède une longue queue de poussière, comme beaucoup de comètes, mais a été également repérée au mois de mars une petite queue ionique, très fugace, elle n'a pas duré très longtemps, ensuite elle a disparu. Donc cette queue ionique-là dépend entièrement de la direction du vent solaire, alors que la queue de poussière, elle, alors je ne sais plus, hein, mais voilà, ce sont deux queues qui ne vont pas tout à fait dans la même direction, euh, qui sont toujours dirigées à l'opposé du Soleil. Mais voilà, il y en a une qui est constituée de poussière, de gaz évaporé de la comète, et puis l'autre, une queue donc ionique qui circule de manière parallèle à la comète face au Soleil. Et donc, puisqu'on parle de préparation, est-ce que tu peux nous partager un lien, un site web ou une application qui nous permettrait eh bien, d'organiser sa soirée astro pour pouvoir observer cette comète? Oui, alors je pense à un site en particulier, theskylab.com. C'est un site anglais. Bon, maintenant, avec la traduction automatique, il n'y a plus de raison hein, de ne pas s'intéresser à ce site. C'est un site qui est surtout extrêmement complet lorsqu'on s'intéresse aux comètes. Lorsque vous tombez sur la page d'accueil, en fait, vous avez la liste de toutes les comètes observables au moment où vous ouvrez l'application, le site web, je veux dire. Et vous les avez dans l'ordre de luminosité. Donc, en fait, Ponsbrook étant la plus lumineuse actuellement, est en premier dans cette liste. Alors, à partir du moment où vous cliquez sur une comète, alors je clique par exemple sur 12P Pons Brooks, là vous avez plein d'éléments, plein de caractéristiques qui vous sont données. La plus intéressante étant peut-être la magnitude, je le disais tout à l'heure, qui est d'environ 3, donc c'est une magnitude qui est extrêmement intéressante. Vous avez également la taille de la comète, notamment la taille de sa coma. Et puis, vous avez bien sûr les coordonnées célestes qui vous permettront de la retrouver dans le ciel. Mais vous avez également plein d'autres choses, notamment une courbe graphique qui est donnée. Cette courbe-là vous montre, c'est ça qui est vraiment le plus intéressant lorsqu'on veut préparer une observation de comète, c'est une courbe en fait qui vous montre la luminosité de la comète au fur et à mesure du temps. Donc en fait, vous prenez le pic de cette courbe-là et vous savez à quel moment eh bien, la comète passe approximativement au plus près de la Terre. Et vous pouvez ainsi visualiser les prédictions qui sont données sur sa luminosité maximale théorique. Voilà. Alors maintenant, tous les comètes, ce sont des astres qui sont extrêmement difficiles à anticiper. Je le disais tout à l'heure, il arrive qu'il y a des périodes de forte activité épisodique, c'est-à-dire des éruptions en fait qui se produisent à la surface de la comète. Et donc,
ça peut alimenter la coma, la queue de la comète. Euh, Cet apport de matière-là va générer une luminosité plus grande et donc va la rendre visuellement plus intéressante à l'œil nu, alors potentiellement à l'œil nu, si elle est visible à l'œil nu, ce qui est le cas de 12P Bronx. Je reviens tout à l'heure sur ce que on parlait de photos. Alors j'ai abordé rapidement le grand angle. J'ai oublié de parler de la photo au foyer d'un instrument. Et en fait, c'est là où c'est très intéressant parce que 12P Bronx, eh bien, elle présente un noyau qui est très actif en ce moment. Alors, bon, actif épisodiquement. Certains jours, elle est active, d'autres jours, un petit peu moins. Et en fait, ce qui se passe, c'est que des astrophotographes ont réussi à révéler sa structure en spirale. Alors, je parle du noyau de la comète. Et donc ça peut être un défi que l'on peut se lancer si on veut imager, par exemple, le noyau de cette comète-là. Alors, tout le défi, en fait, de l'imagerie au foyer d'un instrument, ça va être de ne pas trop surexposer le noyau, hein, parce que sinon, bah, vous allez rien voir du tout. En fait, ça va être brillant et c'est tout. Et en fait, des astrophotographes ont réussi à révéler une espèce de spirale autour du noyau qui est justement causée par cette activité en surface, certainement des éruptions, du cryovolcanisme, etc., qui éjectent de la matière volatile dans l'espace. Et donc, tout cela tourbillonne avec les vents solaires, la rotation de la comète et peut-être d'autres phénomènes encore que l'on ne comprend pas tout à fait. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, dans l'affaire 12P Bronx, comme pour l'observation visuelle, eh bien, la configuration restera assez difficile pour la photo, mais avec un peu de maîtrise et puis surtout un bon timing, eh bien, c'est un magnifique souvenir à immortaliser. Alors prévoyez seulement un horizon bien dégagé et un spot dénué de toute pollution lumineuse, ça va de soi. Malgré tout, eh bien, pensez à une chose, c'est que le prochain passage de cette comète se fera en 2094. Autrement dit, c'est pas pour tout de suite. Et bien voilà donc une nouvelle cible à se mettre sous la dent pour les amateurs de comètes. En attendant, eh bien, peut-être le grand cru de l'année 2024, dont les projections nous prédisent eh bien, un spectacle encore plus impressionnant que ne l'a été Neowise il y a 4 ans. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. J'espère que nous pourrons bien sûr en reparler dans maintenant un peu moins de 6 mois. Et maintenant, nous passons à cet événement qui a lieu le 22 avril. Observer la première pluie d'étoiles filantes printanières des Lyrides. Et là, eh bien, je vais laisser Pascal nous détailler cet essaim météoritique. Voilà, donc effectivement, les Lyrides, alors c'est pas la pluie d'étoiles filantes la plus spectaculaire, hein, ça n'a rien à voir avec les Perséides, par exemple, ni même avec les Géminides. Mais par contre, en quoi elle est particulière, c'est qu'elle est déjà observée depuis très longtemps, certainement d'ailleurs la pluie de météorites la plus observée, aussi longue, puisque sa première observation a eu lieu en 687 avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'elle est observée depuis 2700 années. C'est quand même pas mal. Alors là, on a effectivement à peu près une semaine de chasse, hein. Ça commence à peu près du 16 jusqu'au 25 avril, avec, comme Nathan l'a précisé, donc le pic dans la nuit du 22 au 23 avril. Alors, ces lyrides, en fait, sont aussi appelées les lyrides d'avril. Elle est issue, en fait, de la comète C 1861 G1 Thatcher. Pourquoi ce nom barbare? Eh bien, tout simplement parce que c'est le nom du découvreur, Monsieur Thatcher, un astronome amateur, et il l'a découverte, eh bien, comme le numéro l'a annoncé, en 1861. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer en fait? Quelles sont les caractéristiques de cette pluie d'étoiles filantes? Le pic est pas, enfin, le nombre n'est pas énorme, hein. Là, on s'attend à peu près 18 météores par heure. Mais en fait, il faut dire que les lyrides, c'est assez variable dans leur intensité, même difficile à prévoir. On peut avoir des belles surprises d'ailleurs, hein. On se souvient notamment en 1985, et d'ailleurs
pas seulement en cette année-là, mais le nombre dépassait les 100 météores à l'heure, ce qui est déjà pas mal, hein. Donc la vitesse est à peu près de 50 km par seconde. Et puis il n'est pas rare du tout de voir dans ces lyrides bien de jolies bolides bien brillantes traverser le ciel. Le radian, eh bien en fait, comme son nom l'indique, c'est dans la constellation de la Lyre. Alors, n'importe quelle application peut vous aider à repérer cette constellation, hein, Skyview, Stellarium, Sky Safari et autres. Quel est le meilleur matériel pour les observer? Eh bien, ce sont vos yeux. Ce sont vos yeux, mais à condition de les préparer. Et oui, tout comme matériel, il va falloir s'habituer à l'obscurité si vous voulez rien manquer au spectacle. Donc, on compte à peu près entre 20 et 30 minutes euh, pour que notre œil puisse bien s'adapter en fait euh, à à la pénombre en fait, hein. Alors, que dire de plus dans ces éphémérides d'avril concernant euh, la pluie d'étoiles filantes des Lyrides? Eh bien, écoutez, ah si, oui, oui, en fait, j'ai oublié le pire, le plus catastrophique d'ailleurs, c'est que malheureusement, le pic tombe le jour même où on sera en pleine lune. Donc la chasse va être très difficile, mais tentez-la quand même. Et puis, comme on l'a dit, vous pouvez le faire juste un petit peu après ou un petit peu avant, puisque vous avez une semaine pour les observer. Voilà. C'est ça. Voilà donc pour cet essaim météoritique. Maintenant, eh bien, en fait, tout au long du mois d'avril, on va pouvoir surveiller l'apparition spectaculaire d'une nouvelle étoile dans le ciel boréal. Alors, quelle est cette étoile, Mathieu? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est ce qu'on appelle une nova. Alors nova, le nom vous dit peut-être rien. En fait, nova, astre nouveau en latin. C'est pas une supernova. On l'attend avec impatience la prochaine. Mais c'est quelque chose qui s'y apparente très fortement en tous les cas. Alors une nova, alors je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne en fait. Il s'agit de surveiller l'étoile T Coronae Borealis. Alors ce nom vous dit peut-être rien en fait. T Coronae Borealis, ou autrement dit T de la couronne boréale. Donc là, ça parle déjà un petit peu plus. La constellation de la couronne boréale, donc c'est une étoile qui se situe dans cette constellation-là. Seulement, c'est une étoile qui existe déjà. Euh, alors, cette étoile-là, elle va connaître à un moment donné, on s'attend à ce qu'elle arrive à tout moment, eh bien, elle va connaître un sursaut lumineux absolument spectaculaire qui va l'amener à briller relativement fort dans le ciel alors qu'on ne la voyait pas jusqu'à présent. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vais vous en parler plus précisément. En fait, l'étoile, elle est déjà existante, comme je vous le disais. C'est une étoile qui brille de magnitude 10, en fait. Donc, elle n'est pas accessible avec l'œil humain, ni avec une paire de jumelles. Il faut, en fait, au minimum, un instrument astronomique pour pouvoir l'observer. Mais elle est déjà visible dans cette constellation, la couronne boréale. C'est en fait une étoile qui n'est pas une étoile simple, mais une étoile binaire. C'est-à-dire qu'elle est composée de deux éléments, une géante rouge et une petite naine blanche. Et alors en fait, la plus méchante des deux, c'est pas celle qu'on croit, c'est pas la fameuse géante rouge, c'est la petite naine blanche qui en fait exerce une telle force gravitationnelle sur la plus grosse des deux qu'elle arrache littéralement des quantités astronomiques, je crois que le mot est approprié, de matière à l'étoile. Cet agrégat de matière-là eh bien, va se retrouver, va s'effondrer littéralement sur la petite naine blanche et s'accumuler comme cela pendant des périodes de temps très très longues. Sauf qu'à un moment donné, l'étoile sature. Et quand elle sature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle explose, littéralement. Et donc, c'est pour cela que lorsqu'on a observé les premières novas au Moyen-Âge, même peut-être un petit peu avant, eh bien, on les prenait pour des supernovas, en fait. On ne savait pas faire la différence entre une supernova et une nova.
Mais en fait, une nova, c'est ça. Ce n'est pas une étoile, une supernova, c'est une étoile qui est en fin de vie, une étoile géante qui est en fin de vie et qui explose. Là, en fait, il s'agit d'une étoile qui est déjà morte, mais qui a une compagne, qui avale, qui arrache de la matière à sa compagne, qui l'accumule, qui l'agrège autour d'elle, et à un moment donné, ça sature, ça finit par exploser. Mais contrairement à une supernova qui ne peut pas se reproduire, eh bien une nova peut se reproduire, et en fait, le cycle peut aller quasiment à l'infini comme ça. C'est-à-dire que une fois qu'elle a explosé la matière qu'elle a agrégée, elle recommence. Donc elle agrège de nouveau, elle arrache de nouveau de la matière à son étoile compagne, elle la réaccumule et elle l'éjecte de nouveau et ainsi de suite. Donc en fait, c'est exactement ce que va faire T. Coronae Borealis. Quand? Eh bien là, c'est le grand mystère. On ne sait pas. Mais des observations ont déjà été réalisées par le passé, il y a quelques décennies de cela, au siècle dernier notamment, et on a repéré sa périodicité comme étant approximativement de 80 ans. Ce qui veut dire que la dernière fois que l'étoile a connu une éruption, en fait, c'était dans les années de mémoire. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux là, mais de mémoire, c'était dans les années 1940, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, en fait, cette étoile va exploser et va devenir cette fois-ci visible à l'œil nu. Elle va monter à une magnitude qui est quand même spectaculaire, magnitude 2. Elle se trouve dans la couronne boréale, et dans la couronne boréale, vous avez en fait une étoile qui est particulièrement brillante, qui se trouve être de magnitude 2 également, qui est l'étoile Alpheka. Donc cette nova va briller à peu près autant que cette étoile-là. Alors, où se trouve la couronne boréale? Où chercher cette étoile, cette nova, donc? Eh bien, ce sera très haut dans le ciel, pratiquement au zénith, pas tout à fait, mais on n'est pas loin du zénith, près de l'étoile Arcturus, plus exactement à l'est d'Arcturus, donc en fin de nuit notamment. Donc c'est à chercher quand, bon, je disais, le mystère reste entier. C'est-à-dire que ça peut se produire à tout moment. Donc ça peut être demain, ça peut être à la fin du mois, ça peut être peut-être dans quelques mois, on ne sait pas, mais en tous les cas, c'est le moment. Là, les spécialistes nous disent c'est le moment, on s'attend à ce qu'elle explose à tout moment. Et alors par contre, il faut absolument surveiller cette étoile de manière sérieuse parce que lorsqu'elle va exploser, ça va être très court en fait. Vous avez qu'une semaine, une semaine pendant laquelle cette étoile va devenir visible à l'œil nu. Ensuite, elle va diminuer en luminosité puis retourner à la magnitude 10 qui est sa magnitude standard. Et le moment où elle va atteindre son pic de luminosité, donc la magnitude estimée est de 2, approximativement celle d'Alpheka qui sera voisine, ce pic-là ne va pas durer 24 heures. Donc, à partir du moment où vous avez l'alerte comme quoi l'étoile est visible, c'est maintenant qu'il faut observer. Voilà. Donc, voilà, c'est une observation à faire. Maintenant, il y a beaucoup d'inconnus concernant cette étoile. Je vous ai expliqué en gros la mécanique. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a encore des zones d'ombre. Les spécialistes cherchent encore. Ça va être l'occasion notamment d'étudier ce phénomène éphémère, mais en même temps tellement atypique. Voilà, donc n'hésitez pas à surveiller tout au long de ce mois d'avril et même encore au-delà, si elle n'est pas apparue d'ici là, eh bien la couronne boréale, malheureusement, cette constellation n'est visible que dans l'hémisphère nord, donc eh bien, elle ne sera visible que par les observateurs de l'hémisphère nord. Donc voilà, un phénomène à surveiller dans les prochains jours, dans les prochains mois. Maintenant, nous allons pouvoir clôturer cette émission. Alors, pour la clôturer, eh bien, nous allons vous présenter une photo du mois, la photo du mois. Et ce mois-ci, eh bien, nous allons vous présenter donc une photo du Soleil. Alors, est-ce que vous saviez qu'il était possible de voir des éruptions solaires avec un filtre dédié ciel profond? Eh bien, c'est la démonstration qu'a pu faire notre amoureux solaire de la chaîne. J'ai nommé donc Mathieu, aidé certainement par un coup de chance. En effet, puisque Mathieu est sorti des sentiers battus et à défaut d'utiliser un matériel dédié H-alpha solaire qui permet de voir en continu l'activité chromosphérique du Soleil, il a tout simplement utilisé un filtre H-alpha de 3 nanomètres, soit quelques 30 fois plus large qu'un module
Fabry-Perot, suffisant malgré tout, bien comme vous pouvez le constater, pour révéler une grosse éjection de matière dans l'atmosphère du Soleil. Petit exploit qu'il a pu reproduire avec le même type de filtre, mais cette fois-ci dans la bande du calcium. Et cette image bien, fait partie d'une très jolie série que je vous encourage à retrouver sur la chaîne YouTube de Mathieu, puisqu'il en a publié une vidéo dont je me permettrai de partager le lien que vous retrouverez dans une fiche qui va apparaître bien, en haut de votre écran. Donc je rappelle la chaîne, c'est l'explorateur du ciel. En tout cas, n'hésitez pas à y faire un tour. Eh bien, je remercie chacun pour le partage des fruits de son travail. D'ailleurs, bien, tous ceux qui nous écoutent régulièrement, sachez qu'il vous est également possible de nous faire parvenir vos propres photos du ciel et de les voir publiées sur cette chaîne à l'occasion des éphémérides mensuelles en nous les partageant bien, via le lien joint en description de cette vidéo. Donc, aucune exigence n'est attendue. Chacun ne doit pas hésiter bien, à partager, quel que soit son niveau. Voilà que se termine cette émission. Donc, je remercie Pascal, Mathieu et puis Robin pour leur participation à cette émission. Merci également à ceux qui nous suivent chaque mois et qui sont abonnés. Et en tout cas, bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager bien, autour de vous. En tout cas, on vous souhaite de bonnes observations à tous et à toutes. Et on sera heureux de vous retrouver le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Thank you.